Bonjour, messieurs, dames. Merci d'être si nombreux. Cette conférence va porter sur renaître dans les œufs troubles. Alors, je vais le présenter en 4 temps. Dans un premier temps, je vais vous parler de la situation de la France, sa place dans l'Europe. Dans un deuxième temps, donc ce sont des constats. Dans un deuxième temps, je vais parler en fait de l'intelligence artificielle en relation avec ces constats. Et dans un troisième temps, je veux vous parler de ce qu'on peut faire tous ensemble. Donc, premier constat, je vais être pessimiste, mais il y a de l'espoir, il y a des choses à faire. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Notre ex-premier ministre, justement, il a parlé de la dette, du déficit, alors que Osef, un peu comme dire les jeunes, le problème n'est pas un problème de déficit, mais un problème de dette. Je vais vous en parler un petit peu. Premier constat donc, avant de commencer, j'ai oublié, j'ai une introduction que je commenterai après. Deux jeunes poissons nagent côte à côte. Au cours de leur promenade, ils croisent un poisson plus vieux qui nage en sens inverse. Le vieux poisson leur fait un signe de tête et leur dit « Salut les gars, l'eau est bonne ?» Les deux jeunes poissons continuent à nager, puis l'un d'eux s'arrête et lui dit « C'est quoi l'eau ?» David Foster Wallace, romancier américain. Je vais revenir sur ça un peu plus tard. Donc, premier constat, la baisse de la natalité. C'est un problème qui, moi, personnellement, m'angoisse. Je ne sais pas vous. Ça pose problème. C'est la première fois en France qu'on a le nombre de décès, comme vous pouvez le voir, qui croise le nombre de naissances. Et on va voir qu'il y a plusieurs conséquences, que ce soit d'un point de vue économique, mais d'un point de vue aussi de la soutenabilité de l'État, de la nation. Comme vous pouvez le voir dans un deuxième... Pardon, je vais aller vite, excusez-moi. Alors, je vais revenir. Je vous ai tout... Mince, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Oh. C'est pas mal ça. Bon, on passe aux questions donc. Vous avez tout vu? Donc, les naissances et les décès. Donc, je disais que ça avait beaucoup de conséquences. L'une des conséquences... Allez, ça recommence. Pourquoi ça fait comme ça? Je vais à droite, à gauche, et ça donne la même chose, monsieur. Là, c'est bon. Je suis prof, je suis censé jongler les étudiants, mais là, on perd du temps. Alors, voilà, c'est bon, excusez-moi. OK, ça marche. OK. Alors, la première conséquence de la natalité, c'est la consommation des soins et des biens médicaux. Vous voyez les deux courbes. La courbe bleue, c'est ce qu'on appelle les gains en espérance de vie. On appelle ça les gains en espérance de vie pour ne pas dire que la population vieillit. Et vous avez les dépenses, en fait, les dépenses de soins et biens médicaux, mon cas est ça bien, les biens médicaux qui sont, en fait, qui se croisent. Plus on gagne au niveau de naissance, plus ça nous coûte de l'argent. La question qui se pose, est-ce qu'on a les moyens? Jusqu'à quand? Et comme de l'autre côté, vous avez la natalité qui diminue, donc ça pose problème. Le graphique suivant, l'une des conséquences, c'est la diminution des effectifs dans le premier degré. Donc, par exemple, l'effectif cumulé en 2028, c'est bientôt, on est à moins 700 000 presque. C'est énorme. Et notre conséquence, c'est les évolutions de l'effectif du second degré. Et là aussi, vous avez des chiffres alarmants. Alors qu'on est qu'au début
de la diminution de taux de natalité. On est au taux de natalité 1,6, il nous faut 2,1 pour reproduire en fait la population et pour surtout faire face à notre système de retraite par répartition. On n'est qu'au début. C'est la première fois que les deux courbes se rencontrent, alors qu'on a même aujourd'hui les problèmes par rapport donc à l'éducation, dans le primaire secondaire. L'université, c'est pareil. On a ce qu'on appelle des néo-bacheliers qui rentrent dans le supérieur diminué. Donc on a de plus en plus donc de difficultés au niveau de l'université, au niveau de tous les corps de métier par rapport à cette évolution. Et vous avez aussi, en termes de population active, en âge de travailler, qui diminue d'une année sur l'autre et qui va accélérer sa diminution. Notez bien le fait que ce n'est que le début. Attention, ce n'est que le début. Les problèmes ne sont pas derrière nous, mais devant nous. Donc, c'est un impact sur la force de travail. Pour produire, on a besoin du capital et du travail. Contrairement à ce qu'on dit, on est dans un pays riche, puissance mondiale, capital, il y en a. Il n'y a aucun problème. Il faut aller le chercher, mais il y en a. Donc le problème se pose pour le travail. C'est la source rare. Alors, conséquence aussi, la guerre des générations. Les belligérants, ce qu'on appelle le boomer, même si je n'aime pas beaucoup ce mot, nés entre 1945 et 1960, qui auraient bénéficié d'une période de croissance économique sans précédent et s'accrocheraient à leurs privilèges. La génération Z et les actifs qui nourriraient une forme de rancœur, les aînés jugés trop gâtés pour soucieux de la soutenabilité d'un modèle basé sur une solidarité intergénérationnelle. Il y a la 13e édition d'une étude fracture française qui montre que les générations de plus anciennes, on se pose la question, est-ce qu'ils ont bénéficié de meilleures conditions et devraient donc contribuer davantage à la solidarité envers les jeunes? Si on pose la question aux retraités, 25% sont d'accord, et les 18 à 24 ans, 53% sont d'accord. Donc il y a vraiment une fracture générationnelle, et il y a en même temps une montée de la colère. Les moins de 35 ans, on compare 2024 à 2025, donc il y a une montée, en une année on a 7 points. Les plus de 60 ans, eux, sont plutôt apaisés, il y a une diminution de la colère, et donc l'écart générationnel il est de 16 points. Et c'est pire chez les femmes par rapport aux hommes. Donc il y a beaucoup de questions à se poser sur notre société, sur notre savoir, sur notre vivre ensemble. Et il y a un graphique numéro 7 qui montre en fait c'est les suicides. Les suicides, vous voyez bien? Oui. Les pensées suicidaires. Alors vous voyez, c'est les filles et les garçons, c'est les jeunes. On a 24% des jeunes qui ont des pensées suicidaires. Aujourd'hui, c'est des données qui datent un petit peu. On a aujourd'hui 50% des jeunes étudiants qui ont des envies suicidaires. 50%. Dans mon cours d'une heure et demie, je passe une demi-heure à valoriser les étudiants, à leur dire qu'on a besoin de vous, que la France est un beau pays, etc., etc. Une demi-heure à chaque fois, parce qu'en fait, on ne s'occupe pas assez de nos jeunes. Il faut savoir qu'on est passé par une période difficile de Covid. Et donc, quand on parle de la guerre, quand on leur parle des déficits, on est dans une société de plus en plus fragile. Il y a le premier problème, la mère des batailles, c'est l'école, évidemment. Il y a un malaise à l'école. Vous vous rendez compte que
Je disais aux étudiants, si le prof s'y mettait, s'ils ont envie de se suicider, on est mal barré. Que les jeunes, à l'âge de 20 ans, 18 ans, on le comprend, même si c'est difficile. Mais quand vous avez seulement 4% des professeurs estiment leur métier est valorisé dans la société, 4%. C'est le plus bas niveau de l'OCDE. Donc, on se compare toujours par rapport aux pays développés de l'OCDE. Pourquoi on a un niveau le plus bas? Et la valorisation qui est perçue par les élèves, c'est quand 5% des profs sentent que les élèves, en fait, les valorisent moins, puis les parents, les décideurs politiques, etc., etc. Il y a une insatisfaction au niveau des salaires. Ce n'est pas par hasard, c'est la réalité. Si on le compare par rapport aux pays de l'OCDE, il est nettement inférieur de la moyenne de ces pays-là. Il y a la complexification du métier de prof. Je sais qu'il y a des profs parmi nous. Et les élèves ont de plus en plus besoin qu'on s'en occupe d'eux. Et ils ont besoin des besoins éducatifs particuliers. Les enseignants français sont parmi ceux qui font le plus face à des élèves perturbateurs, à des élèves en difficulté scolaire. Je vous dis tout ça, ce n'est pas pour compliquer les choses ou pour saper le moral qu'il est déjà. C'est pour qu'on réfléchisse ensemble. Donc on a la chance d'avoir un espace de réflexion, de dialogue. Donc on peut reprocher beaucoup à M. Bayrou, mais par rapport à ça, c'est nickel. Je suis très content, c'est pour ça que je viens chaque année. Donc on a un espace de dialogue. L'université aussi peut jouer ce rôle. Si vous avez envie de venir à l'université, on peut organiser plein de choses. Vous avez mes coordonnées sur Internet, etc. Donc, je veux dire que c'est important. Tout ce que je vous raconte là, c'est très important. On a aussi un autre élément qui est perturbateur, c'est la consommation d'anxiolytiques. La France est le deuxième pays européen le plus consommateur d'anxiolytiques et de somnifères. Chez ceux de moins de 19 ans, la consommation a augmenté de 25% sur la même période et de 40% chez les jeunes femmes de moins de 19 ans. Alors on a la fragilité aussi des jeunes de manière générale, mais aussi la fragilité liée au genre. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut discuter. Alors, on a un contraste. Le taux d'épargne est élevé en France. Il est de 18,7%, le deuxième, après l'Allemagne. En fait, l'Allemagne, c'est un cas particulier. Après la guerre, les Allemands font très attention. C'est pour ça qu'ils ont une discipline. Parce que le mark, à l'époque, a perdu 5000%, des choses comme ça. Donc, les Allemands font très attention. Les Français sont comme les Espagnols, les Italiens, normalement. C'est des bons vivants, c'est des Méditerranéens. Donc, 18,7%, c'est quelque chose d'important. 18,7%, dans un contexte normal, c'est bien qu'il y ait de l'épargne, parce que ça peut se convertir en investissement productif. Sauf c'est une approximation, ce qu'on appelle une proxy de l'anxiété. Donc, ce taux d'épargne élevé est anormal. Il est d'autant plus anormal qu'il concerne les personnes de plus de 70 ans. Comme vous le voyez, ce sont eux qui ont le taux d'épargne le plus important. À la limite, le taux d'épargne augmente avec l'âge, c'est tout à fait normal, mais il y a un cycle. Il y a un cycle dans lequel on épargne, mais à partir de 50 ans, 55 ans, 60 ans, ça dépend, on commence à désépargner. Ce qu'on remarque en France, c'est que les 70 ans épargnent 25% de leurs revenus. Je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose de m'intrigue. Si cette épargne, par exemple, est remise dans le circuit économique, on ne va plus avoir de problème. Mais aussi, c'est des gens qui ont travaillé sur leurs droits. On peut pas comme pour une femme, pour avoir des enfants. La femme aujourd'hui, elle est épanouie, elle a envie de vivre sa vie. On ne peut pas faire des injonctions style réarmement démographique. Il faut respecter la femme dans ses choix. Ne pas envie de faire des enfants, on connaît les contraintes.
La femme travaille à l'extérieur, à l'intérieur, on lui demande les mêmes exigences qu'un homme. Donc ça devient compliqué. Mais ça m'intrigue, c'est jusqu'à 50, à 59 ans, 60 ans à la limite, mais le taux de départ le plus élevé, 8 657 €, c'est énorme par année. Donc on peut en discuter tout à l'heure si vous voulez. Alors, il y a en plus l'impuissance publique. Excusez-moi, ça s'est déplacé les titres. Alors, la dette publique en chiffres, 114% du PIB, 55 milliards, 5 milliards d'euros toutes les secondes, etc. Mais c'est des chiffres qui ne veulent absolument rien dire de mon point de vue. La preuve, c'est que la France, elle peut faire appel au marché financier pour financer sa dette. On n'a jamais refusé à la France avec des taux plus intéressants qui sont proches de la référence, qui sont les taux allemands. On dit qu'on ne prête qu'aux riches. Tant qu'on me prête, je m'en fous. Alors que notre Premier ministre, l'ex-Premier ministre, feu Premier ministre, lui, il a insisté sur la dette, il a fait des podcasts, tout ça. Il est hors du circuit. Notre problème, c'est pas... Bon, il est mignon, j'ai rien contre lui. C'est lui qui nous organise ça, donc il faut le reconnaître. Mais il est hors circuit parce que le problème n'est pas le problème de la dette, ce n'est pas l'argent. Regardez les Français, regardez le PIB. Moi, je vis depuis 25 ans à Paris, chaque fois, je suis émerveillé. La semaine dernière, je sors dans une station de métro, je suis émerveillé. La beauté, la qualité des quartiers, tout est nickel. J'ai du mal à comprendre. Moi, je suis, comme vous avez mon nom, je viens du Sud. C'est global. Je viens du Sud et donc je ne comprends pas. Et j'ai des étudiants aussi qui sont parmi nous, qui viennent d'Afrique subsaharienne, et qui ne comprennent absolument rien à ce qui se passe en France. Des étudiants tchadiens, des étudiants maliens. Ils arrivent à Pau, c'est le paradis pour eux. Hein. Et mes étudiants français qui sont à côté, ils sont pessimistes, ils ont envie de se suicider. Le gars, il vient d'un pays, c'est parmi les plus pauvres au monde. Il vient ici, c'est la fête, enfin, le travail. C'est le Pérou, c'est le paradis. Et quelqu'un qui est né ici, je ne sais pas ce qu'il faut là, c'est incroyable, incroyable. On ne se rend même pas compte de la richesse de ce pays. On est parmi les pays les plus riches au monde. Alors, évidemment, la situation se dégrade et tout ça, mais on est parmi les 0,1% les plus riches. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui est 18 sur 20, il est stressé, il va avoir, je ne sais pas, 22 sur 20, je ne sais pas. Et quelqu'un qui a 5 sur 20, lui, il est content, parce que la marge qu'elle a est énorme. Mais il faut se réveiller, mince, c'est pas possible. Je passe mon temps avec les étudiants à les encourager. Aujourd'hui, vous parlez à un secrétaire, il ne vient plus à la fac, enfin partout, pas à la fac, pardon, mais n'importe quelle institution, il faut parler gentiment. Sinon, les gens ne sont pas bien. On lui fait une remarque déplacée quelquefois parce qu'on est énervé, le travail n'a pas été fait, et prend 15 jours ou 20 jours d'arrêt maladie. Qui c'est qui paye? Et il ne le fait pas exprès, c'est parce qu'il y a un malaise. Et c'est ce malaise sur lequel nous devons travailler. Et le cerise sur le gâteau, c'est le dernier sondage, je crois que vous en avez entendu parler, une forte poussée de religiosité, de rigorisme chez les musulmans en France. L'idée qui est sous-jacente derrière tout ça, c'est qu'une observance stricte de l'islam est la porte d'entrée mécanique vers l'islamisme. Il serait temps de se préoccuper de ce soubassement d'un hiatus. La perception prédominante, malgré les dénégations, c'est que cette religion perçue comme exogène, par nature, prosélyte et politique. Je n'ai pas envie trop de m'attarder sur ce sujet, mais on peut gloser pendant des heures sur le biais technologique de ce sondage, sur le fait que ça a été demandé par une revue que j'ai appelée obscure, au lien avec les Émirats, etc. On peut passer à autre chose et d'un revers de main,
on dit que circuler, il n'y a rien à voir. Non, il y a un malaise au niveau de la société. On n'a pas su, à mon avis, tendre la main aux jeunes, issus de l'immigration aussi. Parce que ce sont aussi des enfants de la République. Et si on est arrivé à ce résultat, c'est qu'on est tous en quelque sorte responsables. Regardez dans cette conférence, regardez la diversité, à part quelques-uns de mes étudiants, la diversité est presque proche de zéro. Et vous avez plusieurs personnes ici qui ne posent jamais les pieds dans les autres quartiers de l'autre côté. Et on vit comme ça tranquillement, comme a dit le ministre de l'Intérieur, le feu ministre, il est décédé de Lyon, le maire de Lyon, c'est ça, il est décédé. Au lieu d'être les uns avec les autres, on va être les uns contre les autres. Donc là aussi, il y a une réflexion à avoir. Réflexion à avoir par rapport à chacun, qu'est-ce qu'on fait par rapport à vivre ensemble. Chacun doit se poser des questions. Il n'y a pas de leçon à donner, je donne une leçon à personne. Mais nous devons nous poser des questions parce que ces enfants sont là, ils sont perdus, et c'est à nous aussi de réfléchir à ce qu'on peut faire. Alors, c'est quoi alors? Je reviens à l'introduction. Je ne vais pas trop m'attarder sur les aspects un peu philosophiques. Je ne suis pas un philosophe ni sociologique, mais comme vous le savez, les dégâts cernaux... Avec tout ce qu'on a déjà, en plus, on a ces problèmes avec l'IA. Alors, comme si ça ne suffisait pas, tout le problème... Sans l'IA, déjà, on est dans la mouise, comme on dit, mais si on rajoute ça, dégâts incommensurables des réseaux sociaux sur les jeunes. Il y a aussi la perte de souveraineté cognitive. Pourquoi? Parce que la réalité n'est plus constatée. La réalité, ce n'est pas ce que je vois, mais ce qui est, elle est calculée par un moteur lointain ou des moteurs lointains entre Shenzhen en Chine et Palo Alto aux États-Unis. Palo Alto, pour vous dire, c'est là où il y a la Silicon Valley, c'est là où il y a toutes les innovations qu'on a aujourd'hui, et c'est là aussi où il y a le taux de suicide des étudiants le plus haut aux États-Unis. Ceci explique cela. Il y a Stanford, il y a une grande université, donc il y a une concurrence acharnée. Ça me rappelle un peu les jeunes chinois avec les écoles, les classes prépa, etc. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Nous étions désorientés ensemble, désormais, chacun se désaligne tout seul. Aujourd'hui, on a une réalité. Et on a la réalité collective, sur laquelle on doit être d'accord. Mais cette réalité, on ne la voit pas de la même manière. Chacun a sa propre façon d'accéder à la réalité à travers son smartphone. On n'est même pas d'accord par rapport à ce qui se passe en France, par rapport à ces problèmes-là. Chacun a sa propre vision, et donc on n'a pas une vision collective. Donc on parle de grand remplacement, comme vous le savez, mais le grand remplacement, le remplacement c'est maintenant, j'ai repris un peu l'expression de notre président, le changement c'est maintenant, l'ex-président. Et ce qui m'étonne, la curiosité, c'est qu'il y a une indifférence générale. On n'est plus dans une France où les gens sortent par solidarité, pour réfléchir ensemble, pour mettre des choses ensemble en place. Il y a une puissance telle de ces réseaux sociaux, de ce mécanisme, que les gens, chacun fait son business, sa vie personnelle, ce qui est normal, il y a des enfants, chacun a des problèmes financiers, de santé, etc. Mais il n'y a pas un mouvement collectif, parce que ce qui nous arrive est rare dans l'histoire de l'humanité. C'est grave ce qui nous arrive. Alors, je vous donne quelques chiffres, donc je ne m'occupe pas de l'aspect philosophique et je préfère à l'aspect économique ce qu'on appelle les 7 magnifiques. Il y a les GAFAM, ce sont des sociétés américaines, il y a Alphabet, c'est Google qui a été restauré, il y a Amazon, il y a Meta, ex-Facebook, il y a Apple, Microsoft, les 5, ce qu'on appelle les GAFAM. On rajoute Nvidia, qui est une société spécialiste dans les puces qu'on utilise pour
donc les téléphones qui accélèrent en fait les calculs. Et vous avez Tesla que tout le monde connaît malheureusement par son PDG. Pourquoi je vous parle de ça? Je vais vous parler de chiffres sur la valorisation boursière de ces sociétés. Moi, de mon souvenir, jamais je m'attendais à 20 ans, 30 ans en tant qu'enseignant d'annoncer des chiffres comme ça. Jamais. Ce sont des chiffres qui donnent le tournis comme j'avais écrit. En 2002, la société la plus puissante, c'était Aramco, qui est une société d'Arabie Saoudite, avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Vous savez que les prix du pétrole ont augmenté, et donc la valorisation de cette entreprise est 2430 000 milliards, je le dis doucement. Non, 2430 milliards. 2430. Je dois me concentrer pour ces chiffres. Donc c'est énorme. Ça en 2002. Avant, ChatGPT. En 3 ans, ça aussi jamais ça ne s'est produit dans l'histoire économique. Avant de vous donner les chiffres, regardez ça. C'est le président américain avec les 7 magnifiques, entre autres. Donc il y a un mariage entre l'économie, la finance et la politique. Je vous donne les valorisations de NVIDIA, 5 000 milliards. Pour avoir une idée, ça représente, peut-être c'est difficile à se le représenter, plus que 2 fois le CAC, ou plus que les indices français, allemands, italiens réunis, ou plus que l'indice stock 50 des plus grandes entreprises européennes. Les grandes entreprises européennes se sont réunies, 50, et vous avez NVIDIA qui a une valorisation supérieure. Alors tout ceci pour vous dire la puissance de ces entreprises-là, à qui on a affaire. Juste pour vous comprenez de quoi il s'agit, à qui on a affaire. 1 000 millions, 2 000 sabords, ce serait le capitaine Haddock, j'ai pensé à ça. Vous avez aussi Apple, plus 4 000 milliards. Moi, j'ai des mal, avec ces chiffres, j'ai des mal. Microsoft, etc. Et vous avez une société qui gère ces investissements, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui s'appelle BlackRock, qui gère plus de 9 000 milliards de dollars d'actifs, soit plus que 2 fois le PIB de la France. Plus que 2 fois le PIB de la France. C'est une société. Le jour où cette société a un problème, on est tous morts. 9 000 milliards. Tout ceci pour vous dire la puissance de ces entreprises. À qui on a affaire? À qui on a affaire? Ça ne rigole pas trop. C'est des gens puissants qui peuvent acheter n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que nous, à notre niveau, on peut faire? C'est ce qu'on peut discuter ensemble. OpenAI, par exemple, qui s'occupe de ChatGPT, qui est la maison mère, sa valorisation était 500 milliards. Alors qu'il fait un chiffre d'affaires de 30 milliards. C'est qu'on pense qu'il va bouleverser le monde, et donc... et en plus, une perte de 13 milliards. Il a fait une perte de 13 milliards sur un chiffre d'affaires de 30 milliards, mais il est valorisé par le marché 500 milliards. Ce qui importe, ce n'est pas le chiffre d'affaires, ce n'est pas la perte ou le bénéfice, c'est ce que pensent de vous, les marchés. Mistral, à notre niveau, essaie de faire des choses, 14 milliards. 500 milliards contre 14 milliards. Évidemment, les économistes se posent aujourd'hui s'il y a une bulle. Moi, je pense que oui, mais bon, on verra. Le président de la République fait ce qu'il peut. Chose France, je sais pas, il a réuni les entreprises françaises et internationales. Donc, on a proposé ses comptes projets à 40 milliards. C'était un peu fade cette fois, il le fait chaque année. Cette fois, avec le problème, il est à 13% au sondage.
Une petite anecdote pour vous dire, on a parmi nous le prix Nobel d'économie, avec qui je viens de discuter, qui va revenir dans 3 semaines, ou laisser partout d'ailleurs. Et la tête de gondole pour le président de la République, c'était l'économiste prix Nobel. Et il n'est pas venu. Vous savez pourquoi il n'est pas venu? Il a oublié le rendez-vous. Il a oublié le rendez-vous donné par le président de la République. Ça en dit long sur le leadership. Moi, je suis originaire du Maroc, vous êtes invité par le roi. Ça rigole pas, hein? Vous ne prenez pas un taxi, hein? Donc, on a vraiment un problème de leadership aussi, hein? Alors, que faire? Je vous propose une esquisse de la République de 1848. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est une république mère et non une république guerrière. À travers l'esquisse de la République, Daumier donne chair à l'idéal d'un État protecteur fondé sur l'éducation, la solidarité et la justice. Cette œuvre, à la fois allégorique et humaine, condense toute la foi de 1848 dans la possibilité d'une société fraternelle. La France, je reviens sur cette pardon, je ne fasse pas de bêtises, voilà. Sur cette esquisse de la République, je trouve vraiment très, très parlante par rapport à ChatGPT, à tous les problèmes difficiles de 40 milliards, 43 milliards. Regardez la France en 1848 et regardez la France d'aujourd'hui. De quoi on parle? De quoi parle-t-on? De 40 milliards de déficit? De 43? Alors, Bayrou, il a proposé 40 et le président de la République dit non, c'est 43 qu'il faut. 3 milliards. Donc la France, quand même, et notre espoir demeure une puissance mondiale, comme j'avais dit tout à l'heure. C'est la patrie des droits de l'homme. C'est la terre d'écrivains. La déclaration des droits de l'homme ne pouvait pas être dans un autre pays, être proclamée dans un autre pays que la France. Elle ne peut pas être proclamée ailleurs qu'en France. Puissance mondiale, terre d'écrivains, de chercheurs, de grandes écoles, de prix Nobel. On ne se rend même pas compte que c'est la première destination touristique. Les gens s'en foutent. Vous vous rendez compte? Tout le monde vient en France. On me parle de 3 milliards. Premier pôle européen d'investissement. Malgré tout le problème qu'on a, on est le premier pôle d'investissement européen. Malgré tout ce qu'on nous raconte. Alors, que faire? D'abord, être conscient. J'espère que tout ce que je vous raconte vous a au moins sensibilisé. J'aurais gagné mon pari si vous êtes sensibilisé par rapport à ce qui se passe. Il faut aussi la nuance. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Prenons par exemple les taux de natalité. Évidemment, on est à 1,61, 62 enfants par femme. En Espagne, c'est 1,9. En Italie, c'est 1,18. C'est catastrophique. Vous prenez la Corée du Sud, c'est 0,72. Donc on est pas mal. On est pas mal. On parlait de la dette, je vous ai donné un chiffre, je crois que c'est 125% de la richesse nationale. Au Japon, la dette, elle est à 260%, le double qu'en France. Le double. Et le Premier ministre japonais, maintenant c'est une dame, ce n'est pas leur problème, les 260%. Bon, le Japon a d'autres problèmes, évidemment. Si on compare la croissance, par exemple, là aussi, je ne pensais jamais, dans mon cours de croissance, je parlais toujours de l'Allemagne, de l'écart par rapport à l'Allemagne. Jamais je pensais qu'un jour, que l'Allemagne se retrouve en difficulté.
L'Allemagne en 2024, c'est moins 0,2 de croissance et cette année, c'est plus 0,2. Vous faites la moyenne des deux, c'est 0. En France, on était 1,2, cette année, on est 0,8, donc on est en moyenne de 1. C'est un bon rapport malgré ça. Donc, il faut se comparer par rapport aux... Bon, évidemment, vous avez l'Espagne qui a un taux sur ces 2 dernières années de 3%. L'Espagne s'en sort mieux. Je peux dire 2 mots sur ça. Le Portugal aussi s'en sort bien. Si on prend l'Espagne, par exemple, et la France, et l'Italie, par exemple, en Espagne, on a une régionalisation qui est très développée. Vous savez que depuis 3 ans, il n'y a pas de budget en Espagne. Et on a cette année 3,5% de croissance. Sans budget. On n'a pas besoin de budget, en fait. Quand on ne fait pas de budget, on gagne, parce qu'en fait, on reproduit la même chose que l'année précédente, donc on ne tient pas compte de l'inflation. Donc c'est très bien. Et parce qu'en Espagne, il y a des régions qui sont très puissantes, issues du bruit, ils n'ont pas besoin de l'État. Donc un vrai fédéralisme. Et vous avez d'autres pays où l'État est puissant. Donc c'est vertical. Nous, on est entre les deux. Quand vous voulez construire une école, à Pau, il vous faut 10 ou 15 autorisations qui vont de l'État, de l'architecte, comment il s'appelle? L'architecte de France, comment il s'appelle? Voilà, il y en a qui sont dans le bâtiment. L'architecte dans le bâtiment de France, il est parti à la retraite. Monsieur Colonel, ça vous dit quelque chose? Oui, voilà. L'architecte des bâtiments de France, il est puissant. Il vous dit, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Pour aller, vous avez la région, vous avez le département, vous avez la mairie qui intervient, vous avez l'État. Vous avez une multitude d'intervenants de sorte qu'on n'avance pas. Ce qu'on appelle le millefeuille, merci, administratif. Donc, ce qu'il nous faut aussi, c'est l'empathie, se mettre à la place de l'autre. C'est important, l'empathie. La lecture. On passe 4 à 5 heures en moyenne sur les réseaux sociaux en France aujourd'hui. 4 à 5 heures qui sont... 1, c'est une perte. 2, c'est un moyen de rendre les gens abrutis. C'est le mot, hein. Je ne sais pas s'il y a un mot plus fort en français. Les gens deviennent fous. Les étudiants, il m'est arrivé il y a 2 semaines, un étudiant, je regardais son écran, quand j'explique, il écrit. Quand je dicte, en fait, ou je dis des choses que les étudiants doivent reproduire, donc il prend des notes. Et quand je commence à expliquer, faire des extensions comme je fais ici, je le voyais aussi sur l'ordinateur. Quand je suis allé voir, j'ai trouvé l'écran à moitié, il y a mon cours, et à moitié, il y a un jeu qui s'appelle, comment, c'est les jeunes? Mon fils est là, comment il s'appelle le jeu? Fortnite, c'est ça? Oui, il joue avec ça, en classe. En classe. Vous vous rendez compte? Moi, son cerveau ne peut pas se concentrer sur 5-6 secondes. Vous savez qu'il y a une étude qui a été faite par Google, je l'ai dit, je crois qu'un jour, et on a calculé en fait le poisson rouge. Combien il se concentre? 8 secondes. Et les jeunes d'aujourd'hui, la génération Z, là, qui veulent faire la révolution, combien à votre avis? 7 secondes ou 6 secondes. Moins que le poisson rouge. Vous vous rendez compte? Il y a des boulots, hein? Donc il faut la lecture, il faut redémarrer le cerveau. C'est des abonnés des réseaux sociaux. Bon, je vous dis ça, mais nous-mêmes, moi, à la maison, avec mes enfants, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Revenir aux fondamentaux. La nation. Ce n'est pas des grands mots. Hein? La République. Les mythes. La fraternité, la transcendance. Là, c'est un vaste sujet, les mythes, la transcendance. On a besoin d'un peu de religion quand même. Je fais référence à Normalement, la religion, les gens sont sages. Ils sont sages. Il faut le prendre comme...
normalement. Ça dépend comment on prend les choses. Il y a 40 ans, 50 ans, les politiques en France étaient tranquilles, l'époque de Mitterrand, même avant. Vous savez, 30% des Français qui étaient des communistes, 25% des croyants, donc il ne reste à convaincre que 40%. Maintenant, comment convaincre les poissons rouges? Comment? Ils ne lisent pas. Ils ne viennent pas aux conférences. Je leur ai proposé de venir à cette conférence, qu'au lieu d'intervenir chaque année, je répète, j'ai l'impression que je me répète, j'espère que non, de venir avec moi, comme j'avais fait l'année dernière, d'amener 5 ou 6 étudiants, discuter, de se... oui, puis bon, je ne suis pas arrivé. Annihiler la nouvelle langue, CNews et compagnie, immigration, guerre, on est fatigué de ces histoires. Il faut se préparer à l'arrivée d'un parti au pouvoir. La probabilité qu'il n'y arrive pas, elle est presque égale à 0, sauf miracle. On est à Lourdes, pas loin, on ne sait jamais. Donc, créer des espaces de dialogue et de disputation. Comme je vois, j'ai un peu de temps, je vous ai raconté une petite histoire, parce que j'allais vous dire... ah oui, pardon. La laïcité. La laïcité, c'est vraiment... J'ai envie de dire, la laïcité, mon amour. C'est très important. C'est ça qui fait que chacun peut vivre sa vie tranquillement. Mais aujourd'hui, il est dévoyé. Il appartient à une partie de la population. Et une autre partie ne se sont pas intégrés dans la société, alors que la laïcité est là pour justement nous unir. Ce qui nous unit est plus important que ce qui nous désunit. Comme j'ai un peu de temps, 2 minutes, je vais vous raconter une petite histoire. Je vous ai dit au départ que je suis très tracassé par cette histoire de natalité. Je vous ai donné les arguments. J'avais dit à mes étudiants que dans le cours de croissance, c'est dans 2-3 semaines, il y a des jeunes étudiantes qui viennent enceintes en classe, je leur donne 20 sur 20. Et je vais persuader mes collègues de leur donner 20 sur 20, tellement qu'on a besoin d'enfants. Tellement qu'on a besoin. Ils m'ont pris au mot. Ils ne sont pas venus. J'ai hésité de rajouter ça, je vais vous montrer ce qu'ils m'ont écrit. Si j'arrive à... Voilà. Ils m'ont écrit, M. Bouillour, il y a un test de grossesse. Soyez discret. Ils ont joué le jeu. Hein. J'ai mis 1 heure pour arranger la photo pour qu'on ne voit pas leur tête. M. Bouillour, on ne veut pas voyer, on ne veut pas de 20 sur 20. On veut rester discret, vous rajoutez 1 point ou 2 à tous les étudiants, ça ne suffit. Donc ils ont joué le jeu en fait. 2 tests. Bon, évidemment, c'est une blague, mais c'était trop drôle. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à vos questions. Je vous remercie d'être nombreux chaque année.